Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire et merci de prendre sur votre temps aujourd'hui pour y participer. Comme vous avez dû le voir sur l'événement LinkedIn, ce webinaire est organisé sous l'égide de Legal Pilote, que je vais vous présenter rapidement sans forcément y revenir par la suite parce que vous le verrez, le but de ce webinaire n'est pas de vous faire de la réclame pour le logiciel, mais de vous donner quelques clés sur les notions d'automatisation et de gestion de projet. Donc pour vous présenter rapidement le logiciel, donc Legal Pilot est une société lyonnaise qui a été cofondée par deux cabinets d'avocats lyonnais eux aussi. Et c'est un éditeur de logiciels plus spécifiquement qui propose à ses clients une solution qui leur permet d'automatiser la rédaction de leurs documents. Alors ici, documents entendu au sens large parce qu'on ne propose pas uniquement de l'automatisation de contrats, mais aussi eh bien de rapports d'audit, de courriers, d'assignations, de conclusions, de registres de traitement RGPD. Tous les documents finalement qui au sein d'une direction juridique ou d'un cabinet d'avocats présentent un caractère standardisable et qui du fait de leur récurrence eh bien, en font des bons candidats pour être automatisés. Euh, donc, le logiciel Legal Pilot, c'est vraiment un moteur d'automatisation. C'est pas un éditeur de contenu, ce qui signifie donc qu'on ne met pas à disposition des clients une bibliothèque de modèles de documents dans laquelle ils vont pouvoir piocher. Comme je vous le dis, c'est un éditeur de logiciels, donc un éditeur d'un moteur d'automatisation. Et la matière première dans le logiciel, ça va être le jus de cerveau de nos clients et les matrices qu'ils ont pu réaliser, qu'ils vont utiliser dans le cadre de leur activité. On le verra au cours de ce webinaire, la notion de matrice sera sans doute parlante pour pas mal d'entre vous. Euh, pour ceux pour lesquels la notion est moins familière, je vous présenterai au cours de ce webinaire une ou deux façons de pouvoir vous créer facilement des matrices. Il suffit de savoir utiliser un petit peu le logiciel Microsoft Word. Voilà rapidement pour la présentation du logiciel Legal Pilot. Et donc finalement, voilà, le but aujourd'hui va être de vous parler d'automatisation sous un angle peut-être un peu moins commun que ce qui se fait habituellement, qui va être l'angle de la gestion de projet. Parce que finalement, qui dit automatisation dit implémentation d'une solution au sein d'un cabinet ou d'une direction juridique. Et cette implémentation donc demande des connaissances et des compétences en amont, pendant et en aval de l'implémentation, qui vont donc demander, on le verra au cours du webinaire, eh bien, de savoir auditer ses besoins, de repérer des marqueurs et des indicateurs qui vont nous permettre eh bien, d'évaluer les résultats et la qualité de la solution que l'on a choisie. Et puis, à l'issue de l'implémentation, de savoir prendre une décision. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue en modifiant? Ou alors est-ce qu'on coupe court au projet? Parce que finalement, on ne va pas persister dans l'erreur et perdre du temps et de l'argent. Après tout, donc, qui suis-je maintenant pour vous parler d'automatisation? Je m'appelle Alexandre Marodesgrottes, je suis avocat au barreau de Lyon, j'exerce en IP-IT et je consacre une partie de mon temps à travailler avec Legal Pilot. J'ai plusieurs tâches, mais je m'occupe entre autres de l'aspect formation. Alors, formation de nos clients, donc à la maîtrise du logiciel, mais formation également de confrères, puisque j'ai monté il y a quelques mois une formation qui s'axe autour de 3 modules. Formation de 4 heures, donc homologuée par le CNB, que je dispense avec mon confrère Pierre-Michel Motto, qui travaille également avec Legal Pilot, via la plateforme Jurylearn. Donc les termes que l'on présente au cours de cette formation reprennent et développent en 4 heures les quelques notions que je vais vous donner aujourd'hui, voilà, pour vous donner un aperçu finalement des notions voilà, d'automatisation, de modélisation juridique, d'ingénierie juridique, et puis de gestion de projet, que malheureusement on n'apprend pas nécessairement sur les bancs de la fac ou à l'école des avocats, et ce qui est dommage parce que voilà, ça nous permet eh bien d'implémenter efficacement ce genre de situation et d'en tirer efficacement profit. Le webinaire dure 1 heure, toutefois ma présentation ne durera pas 1 heure, elle durera autour d'une heure, de 30, 40, 45 minutes peut-être maximum. Et ensuite on pourra eh bien, avoir un moment de questions-réponses si vous le souhaitez.
sachant que vous l'avez vu, le webinaire ne se passe pas sur Zoom ou sur Teams, mais sur une plateforme qui parle peut-être à certains, donc qui est Twitch, qui n'est pas du tout dédiée au juridique ou au webinaire a priori, mais qui en fait a été conçue pour les streamers de jeux vidéo et qui a l'avantage de permettre une bonne interaction entre les participants. Donc vous avez un chat sur la droite de votre écran que je vous engage à utiliser au cours de la présentation pour poser des questions, faire des remarques ou même interagir entre vous. Je regarderai le chat régulièrement pendant la présentation et voilà, pour répondre à la volée à vos questions si jamais il y en a, sans forcément attendre la fin de la session. Ceci étant dit, nous allons maintenant passer à la présentation à proprement parler. Et donc parler aujourd'hui de l'automatisation et de son implémentation en cabinet. En bon juriste, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par quelques définitions et qui vont nous permettre voilà, de rentrer dans ces notions d'automatisation et de gestion de projet. Avant même de penser à automatiser ces documents, le gros du travail va consister à modéliser. On appelle ça faire du templating voilà, en utilisant certains anglicismes, et c'est en fait toutes les techniques qui vont nous permettre de créer des modèles d'actes ou de documents standards à partir de documents finaux. Ça va paraître du bon sens pour certains, ou en tout cas faire partie du quotidien, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, et c'est pour ça que je vous montrerai un petit peu après une technique pour pouvoir créer vos matrices avec Microsoft Word. Lorsqu'on parle d'automatisation, on sort du périmètre juridique stricto sensu, c'est-à-dire qu'au-delà des compétences juridiques que l'on doit avoir pour bien rédiger des actes et créer des modèles de documents, on va devoir aussi maîtriser des notions plus techniques et donc allier le juridique à la technique. En France, on appelle ces personnes sur la tête desquelles tombent ces deux compétences des ingénieurs juridiques. C'est une notion assez récente en France, mais qui existe depuis près de 20 ans aux États-Unis sous le terme LegalOps. Et en l'occurrence, voilà, l'ingénierie juridique combine différentes compétences, donc de la conception juridique, de l'analyse de données, alliées à une maîtrise technologique pour réinventer la manière dont les services juridiques peuvent être fournis. Et alors ça va être aussi bien au niveau des outils, donc tout ce qui va être automatisation, mais aussi process et flux de collaboration au sein d'un cabinet ou directement avec les clients, ce que permettent déjà certains outils de la Legal Tech. Dans le cadre d'un projet d'automatisation, plus spécifiquement, parce que l'ingénieur juridique, comme je l'ai dit, a un éventail de missions assez large, mais pour se focaliser sur l'automatisation, l'ingénieur juridique va donc analyser les contrats pour en comprendre les rouages juridiques et logiques et se projeter dans des alternatives contractuelles. Vous le verrez tout à l'heure, lorsque l'on part d'un document fini, on a donc un document qui s'applique à un cas de figure particulier et qui n'est pas flexible, qui n'est pas adaptable. Donc le but de l'automatisation, et en tout cas de la modélisation qui précède l'automatisation, ça va être de se projeter dans des alternatives et de se dire que finalement le contrat tel qu'on l'a sous les yeux n'a pas vocation à toujours se présenter de la même façon, mais pourrait être finalement agencé de manière bien différente en fonction des parties au contrat, en fonction aussi des qualifications juridiques et contextuelles qui vont amener le contrat à se présenter de manière différente. Et ce travail-là de projection, il va se faire soit par la concaténation des différents documents finis que l'on a produits dans le cabinet, mais il peut se faire aussi simplement en faisant travailler son cerveau et se projeter dans d'autres cas de figure. Et une fois qu'on a fait ce travail de réflexion, de concaténation, on va venir créer ces matrices pour couvrir différentes possibilités et avoir un périmètre bien plus large que le document fini duquel on est parti. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, qu'on a différentes matrices, on va pouvoir les implémenter dans une solution d'automatisation à laquelle on aura accès au sein de son cabinet. Et pour réaliser ces missions, l'ingénieur juridique a recours à différents outils et techniques que je vais vous présenter par la suite. Donc des logiciels de mind mapping qui permettent de dessiner des cartes heuristiques
Alors ça fait pas mal de barbarisme, mais pour parler plus clairement, c'est juste des cartes mentales où vous avez des traits dessinés entre différentes notions et qui vont vous permettre de poser à plat votre raisonnement et finalement de vous y retrouver dans les différentes possibilités logiques en matière d'agencement de votre matrice de documents. Ensuite, l'utilisation du langage clair. Alors, c'est pas une notion qu'on verra aujourd'hui, mais qui est importante lorsque vous voulez ouvrir votre logiciel d'automatisation à l'extérieur, donc dans le cadre d'un cabinet d'avocats directement à des clients, par exemple. Et dans le cadre d'une direction juridique, ça peut être eh bien, aux opérationnels, à la direction commerciale ou à des partenaires. Donc le langage clair, c'est c'est tout un ensemble de techniques qui vous permettent de rédiger de manière à être compris de tout le monde. Ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, en tout cas ce qu'on n'a pas nécessairement appris à la fac de droit. Mais voilà, de dégrader son niveau de langage sans pour autant travestir et trahir les notions importantes, mais qui vont nous permettre de nous adresser au plus grand nombre et voilà, et d'éviter eh bien les allers-retours avec les gens qui n'ont pas compris finalement les questions que vous posez et voilà, permettre d'accélérer le processus de création de documents et puis la fluidité aussi des échanges entre les différents utilisateurs de la solution. Un autre outil, donc les logiciels d'automatisation. Je vous ai parlé de LegalPilot tout à l'heure, mais voilà, il y en a d'autres sur le marché, on n'est pas les seuls. Et puis des techniques de gestion de projet qui feront l'objet de quelques développements au cours de ce webinaire. Donc, nous aborderons ici 3 points. D'abord, comprendre le rouage de ces matrices au support d'une délégation de pouvoir, donc un modèle de document qui devrait parler, je pense, à tout le monde. Ensuite, le pendant, donc comprendre le raisonnement juridique sous forme de carte mentale. Et puis, dernier point, piloter l'implémentation d'une solution d'automatisation en cabinet. Pour commencer par les méthodes donc de création, de conception de modèles de documents, je vais vous montrer 2 documents finalisés qui sont des documents neutres, ce sont des fausses personnes que vous voyez ici, et pour vous expliquer voilà, comment on va constituer des matrices en vue d'en automatiser la rédaction. Encore une fois, voilà, cette partie va peut-être paraître très familière et de bon sens pour certains d'entre vous, mais sera sans doute utile pour d'autres, et c'est pour ça qu'on prend le temps de développer ce sujet. Lorsqu'on part d'un document fini, comme je vous le disais tout à l'heure, on part d'un document qui est parfaitement adéquat pour un cas de figure particulier. Ici, une délégation de pouvoir où finalement on va déléguer certains pouvoirs au DRH pour qu'il puisse exercer correctement sa mission. Donc c'est un document qui par définition est fixe et peu plastique. Et le but ici va être de se demander si parmi tous les cas de figure que je vais pouvoir rencontrer, je ne pourrais pas eh bien, avoir un modèle qui va me permettre de centraliser toutes les alternatives que je peux avoir pour rédiger une délégation de pouvoir. Ces alternatives, on peut passer du temps à comparer différents documents terminés et ligne par ligne, eh bien, regarder les éléments qui varient en fonction de mon cas de figure. Donc de mettre en vis-à-vis mes 2 documents, ici et là par exemple, ce qui est relativement fastidieux. L'autre possibilité, c'est d'utiliser une fonctionnalité de Word qui est assez intéressante, qui est la fonctionnalité du comparo. Donc pour y accéder, vous cliquez sur l'onglet Révision et sur Comparer tout simplement, et ça va vous permettre de comparer 2 documents originaux. Donc il vous suffit de les sélectionner ici et là, et ça va vous ouvrir donc une troisième page Word dans laquelle vous allez avoir accès ici à la comparaison des 2 documents que vous avez mis dans l'outil de comparaison. Ça vous permet de visualiser plusieurs choses qui vont vous être très utiles dans votre processus de création de matrice. La première déjà, c'est de repérer les éléments qui sont fixes, donc ceux qui apparaissent dans tous les cas. Ici, j'ai comparé 2 délégations de pouvoir pour 2 personnes, donc une qui va être directrice générale de RSE et l'autre le DRH, et donc je vais revoir les éléments voilà, qui apparaissent dans tous les cas.
et les éléments qui sont variables et qui vont être amenés à changer en fonction de la personne à laquelle je m'adresse. Alors ça peut être tout simplement de l'accord en genre et en nombre selon si on s'adresse à une ou plusieurs personnes, à un homme ou à une femme. Ça va être du texte à trous tout bête aussi, avec les fonctions de la personne, par exemple DRH ou alors responsable RSE. Mais ça va être aussi des développements entiers qui vont tenir dans le cadre de la délégation de pouvoir aux pouvoirs qui vont être délégués, pour une part à la personne en charge des RSE et d'autre part au RH. Et donc le fait de repérer ces éléments va nous permettre déjà de créer notre matrice, donc ici avec seulement 2 cas de figure, mais qu'on pourrait étoffer à un certain nombre, à tous finalement les cas de figure différents que vous auriez traités dans votre cabinet ou direction juridique pour le cas d'une délégation de pouvoir. Et ce que vous permet de faire cette matrice, ça va être donc de repérer les champs qui sont variables, donc le texte à trous tout simplement, et de mettre par exemple des tirets du 8 pour créer l'espace et de les mettre en fluo pour les repérer facilement. Et puis, pour les développements spécifiques, donc en l'occurrence ici, les pouvoirs qui sont délégués au RH ou à la RSE, de venir créer des commentaires en marge de votre document pour indiquer les conditions dans lesquelles ces développements doivent apparaître. Et c'est en jonglant avec ces notions de texte à trous et de versions alternatives de développement que vous allez commencer petit à petit à vous créer des matrices. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser cet outil. Donc là, tout d'abord pour 2 documents, pour comparer 2 documents, et ensuite, si vous voulez, le travail de matrice, de modélisation, c'est un travail itératif. Donc votre matrice, elle n'est pas finie à ce stade, et en l'occurrence, elle ne le sera jamais vraiment, parce que au cours de votre activité, vous serez sans doute amené à rencontrer différents cas de figure qui feront évoluer votre matrice pour l'enrichir et la modifier au fur et à mesure des cas que vous rencontrerez. Et en réalité, si vous voulez, ce travail de constitution de matrice, c'est vraiment le gros du boulot lorsque l'on souhaite automatiser la rédaction de ces documents. Parce que pour automatiser des documents, encore faut-il qu'il y ait ces modèles de documents. Et je vais vous montrer ce à quoi peut ressembler donc une matrice terminée. Hop, une fois que l'on a confronté et concaténé différents cas de figure, elle est en train de s'ouvrir, hop, et elle peut se présenter de cette manière. Alors, plutôt que de mettre des tirets du 8 et du fluo, moi je mets mes textes à trous entre double crochet, ça me permet de les repérer rapidement. Et vous le voyez donc de mettre en marge des commentaires qui me permettent de savoir dans quel cas de figure, alors contextuel ou qualification juridique, je vais faire apparaître certains développements. Et donc ce travail me permet déjà de gagner du temps dans la rédaction de documents, de pas forcément avoir à partir du dernier exemplaire que j'ai rédigé et de devoir l'adapter, parfois un peu si le cas de figure est proche, parfois beaucoup s'il est complètement différent. Là au moins je suis sûr d'avoir du contenu à jour et sûr, parce que je vais maintenir donc, comme je vous le disais, cette matrice à jour des différents cas de figure que je peux rencontrer, mais aussi éventuellement des rédactions qui vont varier en fonction d'évolutions législatives. Et donc d'avoir un modèle où tous mes cas de figure, toutes mes possibilités sont centralisées et à jour au niveau juridique. Et si vous voulez, l'automatisation, ça va seulement consister en l'animation de ce modèle que vous avez créé. Quand je parle d'animation, ça va être un jeu de correspondance entre des questions que vous allez poser et votre document qui va s'agencer au regard des questions que vous avez apportées. Et en l'occurrence, les questions que vous allez poser vont avoir 2 impacts. Le premier, c'est de compléter votre texte à trous. Et le second, ça va être venir de qualifier contextuellement ou juridiquement votre cas de figure pour faire apparaître des développements spécifiques et pas d'autres. Et ces questions, vous pouvez les poser de différentes manières, mais une manière simple de vous poser ces questions et de mettre à plat votre raisonnement, c'est d'utiliser des logiciels de cartes mentales. Alors vous en avez pas mal sur internet, et pas mal de gratuits notamment. Vous avez notamment le logiciel MindMap, je vais vous écrire son nom dans le chat, pour que vous puissiez, si cela vous intéresse,
y accéder pour voir à quoi ça peut ressembler. Mais aujourd'hui, je vais, pour des raisons de praticité, vous présenter donc la manière de faire des cartes mentales directement sur Legal-Pilote, par souci de commodité. Euh, Hop là. Donc une carte mentale, c'est tout simplement la visualisation de vos enchaînements de questions, plutôt que de les représenter sous une forme de liste chronologique, où vous ne visualisez, vous ne visualisez pas les enchaînements conditionnels de questions. Parce que dans votre processus d'automatisation, vous allez poser des questions qui seront les mêmes dans tous les cas, donc des séquences de questions linéaires. C'est par exemple dans le cas du délégataire, eh bien, la collecte d'informations qui vont nous permettre de l'identifier. Vous allez toujours poser les mêmes questions, mais il se peut que vous ayez des séquences de questions conditionnelles et qui ne seront posées que si vous avez apporté certaines réponses précédemment. Ce qui vous permet donc d'une part de ne poser que des questions pertinentes et d'autre part de vous assurer de recueillir les bonnes informations lorsque lorsque vous en avez besoin. Le cas de figure ici est très simple. Par exemple, pour mon questionnaire qui va concerner des informations liminaires, je vais recueillir des informations qui vont me permettre d'identifier le délégant. Et puis ensuite vient la question concernant la durée de la délégation. Donc l'exemple ici est très simple, mais d'expliquer que si jamais ma délégation est à durée déterminée, eh bien je devrais renseigner la date d'entrée en vigueur de la délégation et de renseigner le terme de la délégation. Question que je ne poserai donc pas si ma délégation était à durée indéterminée. Donc l'exemple ici est relativement simple, mais pour vous montrer des cartes mentales peut-être un petit peu plus évoluées, bien qu'encore simples, lorsque vous allez, par exemple dans une clause de comparution de parties, devoir identifier les parties à un contrat, eh bien en fonction du type de la partie, personne physique ou bien personne morale, vous ne serez pas amené à collecter les mêmes informations pour identifier ces parties-là. Et donc, expliquer que, en fonction de la réponse à la question type de la partie, si vous avez affaire à un homme, à une femme ou bien à une société, d'emprunter une branche ou une autre de votre arbre logique. Donc, en l'occurrence, si vous répondez que vous avez affaire à un homme ou à une femme, de partir sur la branche qui vous permet d'identifier une personne physique, et lorsque vous avez affaire à une personne morale, d'emprunter la seconde branche pour recueillir les informations qui vous permettent d'identifier une personne morale. Vous dire aussi que lorsque vous voulez automatiser la rédaction de documents, vous ne devez pas, en tout cas vous devez prendre en compte les conditions cumulatives ou alternatives qui vont vous permettre de correctement identifier les éléments qui vont vous permettre de faire apparaître certains développements spécifiques. Donc pensez, alors ici on utilise des opérateurs et ou, mais vous pourriez utiliser d'autres opérateurs, des supérieurs ou égales, lorsque, par exemple, dans une clause de négociation, vous devez faire apparaître certains éléments, une clause de sécurité, par exemple, lorsque le montant dépasse un certain seuil. Donc voilà, des éléments comme cela que vous pouvez indiquer en marge de votre Word pour voilà, vous indiquer dans quel cas de figure précis vous faites apparaître différents éléments. Une fois que vous avez terminé ce travail de modélisation, maintenant il va s'agir donc d'implémenter ces modèles dans une solution d'automatisation. Et l'implémentation d'une solution d'automatisation demande différentes compétences, différentes connaissances qui sont regroupées sous l'étiquette gestion de projet. C'est un thème qui peut paraître un peu fourre-tout parce que ça demande un large éventail de compétences, mais on va ici voilà, commencer à effleurer le sujet et vous donner un aperçu voilà, de ce en quoi consiste la gestion de projet pour voilà, après, si vous le souhaitez, échanger par la suite pour creuser un petit peu ces points. Donc la gestion de projet, à proprement parler, c'est l'ensemble des actions engagées par une organisation afin de concevoir un projet, de le lancer et de le réaliser. Et en l'occurrence, dans le cadre d'un cabinet d'avocats, la gestion de projet peut consister en l'ensemble des étapes nécessaires au déploiement d'une solution d'automatisation. Il faut ici donc prêter attention aux trois mots qu'on a utilisés
ici dans cette première phrase, c'est concevoir, lancer et réaliser. Parce que finalement, la gestion de projet s'inscrit dans le temps. Lorsque l'on veut implémenter une solution d'automatisation dans son organisation, c'est pas un travail que l'on fait à un instant T et qu'on ne retouche pas après. C'est une hygiène à mettre en place au cours de la vie du projet, mais qui démarre avant même l'implémentation. Et on va voir ça parce que l'implémentation donc d'une solution d'automatisation nécessite au préalable d'avoir audité ses besoins et son cabinet. Ce qu'on entend par là, vous le verrez sur la slide suivante, c'est de s'interroger finalement sur ces pratiques. Est-ce que j'utilise déjà des matrices? Sinon, comment je pourrais en créer? À qui je pourrais confier cette tâche? Et puis les besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'automatisation déjà? Qu'est-ce que ça me ferait gagner? Combien ça me ferait gagner de temps? Est-ce que les éléments que je voudrais automatiser sont des éléments à forte valeur ajoutée ou alors à faible valeur ajoutée? Qui, dans le cabinet, pourrait s'occuper et suivre ce projet? Ensuite, au cours du déploiement, pour qu'il soit le plus rapide et efficace possible, il faut se tenir à un calendrier de déploiement. Et donc, le calendrier de déploiement impose donc des réunions de suivi régulières, et puis aussi d'avoir des indicateurs, d'avoir réfléchi des indicateurs qui vont vous permettre d'évaluer l'adéquation de la solution aux besoins que vous aviez audités précédemment. Et c'est en fait la confrontation des résultats avec les indicateurs qui vont vous permettre d'estimer si le déploiement est un succès ou pas, et de vous projeter dans la suite du projet. Est-ce qu'on continue tel quel ou avec des modifications, ou alors est-ce qu'on coupe court parce que finalement la solution ne répond absolument pas aux besoins que l'on avait identifiés. Et le troisième point à prendre en compte, c'est celui d'employer ses ressources de manière optimale. Et ressources, c'est pas uniquement de la ressource humaine, c'est aussi de la ressource partenariale et financière. Donc la ressource en interne, ça va être les collaborateurs qui vont pouvoir, ou les paralégales d'ailleurs, qui vont pouvoir s'occuper du déploiement de la solution. Au niveau des partenaires, donc c'est prestataire plus proprement parler, finalement vers quelle solution je vais me tourner. Et puis aussi au niveau financier, parce qu'il faut avoir aussi conscience du fait que tout projet a un coût, et que le coût va dépendre de vos besoins et des souhaits que vous avez lorsque vous entendez déployer une solution d'automatisation dans votre cabinet. Et donc concrètement, la gestion de projet et l'implémentation d'une solution dans le cadre d'un cabinet va faire résonner trois concepts. Le premier, ça va être mes besoins, ensuite le budget, et au regard de ces deux premières notions, la faisabilité. Pour commencer par les besoins, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est déjà pourquoi je dois lancer le projet. Est-ce que c'est parce que c'est juste un effet de mode, ou alors parce que je me rends compte vraiment au quotidien dans mes pratiques que j'ai besoin de fluidifier mes process pour gagner, déjà pour augmenter ma marge, parce que forcément je vais passer moins de temps à la rédaction, et en gardant le même taux horaire ou le même forfait, je vais pouvoir aussi gagner en rentabilité. Et est-ce que les documents que je produis, les actes que je produis dans le cadre de mon cabinet sont standardisables et modélisables, automatisables? Ou alors est-ce que je traite vraiment des opérations très complexes et au cas par cas? Et dans ce cas-là, le recours à l'automatisation n'est peut-être pas forcément pertinent. Ensuite, il y a la question de mes besoins. De quoi j'ai besoin exactement dans ma volonté de déployer une solution d'automatisation, et quels sont mes objectifs. Ensuite, la notion de faisabilité. Premièrement, quelles sont mes ressources? Et donc, les ressources, on complétera après avec la partie budget, mais ça concerne pas uniquement la ressource humaine et l'identification de prestataires, c'est aussi quelles sont mes ressources financières, celles que je peux allouer au projet. Ensuite, quel est le temps que je peux allouer au projet? Parce que pour que le projet s'implémente de manière adéquate au regard de vos besoins, il faut
comme je l'indiquais précédemment, que le projet soit suivi dans le temps. Voilà, autrement dit, qu'il fasse l'objet d'une attention particulière et que vous puissiez mesurer les résultats de la solution aux objectifs, aux indicateurs que vous aviez établis. Et ensuite de se demander quels sont les risques. Parce que dans tout projet, il y a une part de risque. On n'est jamais assuré que le déploiement sera parfait à 100%. Et identifier les risques en amont du projet permettra eh bien, d'avoir une certaine plasticité, d'avoir un certain rebond si jamais un risque identifié se présente pour pouvoir eh bien, rebondir et retomber sur ses pieds. Et le troisième poste auquel il faut réfléchir lorsque l'on parle de gestion de projet, c'est la question du budget. Quel est mon budget et comment rendre mon investissement rentable? Autrement dit, lorsque je vais me rapprocher d'un éditeur d'automatisation de documents, réfléchir finalement au coût donc d'abonnement à la solution et au revenus que vous pouvez tirer de l'exploitation de cette solution. Donc finalement, comment rendre mon investissement durable? Ça demande de se poser plusieurs questions en termes de cas d'usage premièrement. Donc quels sont précisément les cas d'usage que je peux automatiser et être rentable rapidement pour couvrir ne serait-ce qu'à minima les dépenses qui me sont causées par l'utilisation du logiciel. Et ensuite, pour que voilà, l'investissement soit rentable de manière plus pérenne, ce serait d'avoir en tête des use cases, des cas d'usage qui vont me permettre de générer des revenus bien plus importants que la simple couverture du coût du logiciel. Pour vous donner déjà quelques pistes de réflexion sur les différentes questions à se poser dans ces rubriques besoins, faisabilité, budget, voilà, quelques pistes de réflexion concernant les besoins. J'ai besoin d'automatiser la partie récurrente ou à faible valeur ajoutée de mon travail, ou alors je voudrais vouloir dégager du temps pour des prestations d'accompagnement ou de conseils techniques demandant de la recherche. Donc de sortir d'une rédaction bête et méchante et pas très juridique à proprement parler, pour se dégager du temps sur des prestations à plus forte valeur ajoutée et qui demandent une expertise juridique plus fine. Concernant la faisabilité, est-ce que la solution dont j'ai besoin existe? Est-ce que j'ai besoin d'interfacer plusieurs solutions entre elles? Quel temps puis-je allouer au projet et qui peut suivre le projet en interne? Je reviendrai juste quelques secondes sur la seconde piste de réflexion. Ai-je besoin d'interfacer plusieurs solutions entre elles? C'est en fait une question qui est assez critique à se poser et qui permet en amont donc d'avoir bien audité ses besoins, de savoir ce dont on a exactement besoin. Est-ce que c'est seulement de l'automatisation ou est-ce qu'il y a aussi derrière besoin d'un outil de CLM par exemple pour avoir un suivi précis des contrats, des propositions de renouvellement, des échéances, etc. Est-ce que j'ai besoin aussi éventuellement d'avoir une signature électronique directement intégrée? Est-ce que finalement ce dont j'ai besoin c'est pas quelque chose qui me permet comme une espèce de RP, voilà, de mieux organiser mes flux de travail, pas nécessairement de l'automatisation à proprement parler. Donc voilà, il y a quand même cette question à se poser, et parce que finalement la solution miracle n'existe en général jamais, et il est probable que si vous avez des besoins un peu complexes, que vous ne trouviez pas sur le marché une solution qui couvre l'intégralité du périmètre que vous recherchez. Donc ça nécessite aussi d'être ouvert à la possibilité d'utiliser simultanément plusieurs applications, plusieurs solutions qui vont communiquer entre elles. Et concernant le budget, ai-je un budget alloué au projet? Et puis ce budget est-il ponctuel, mensuel? Voilà pour cette partie sur ces 3 points à prendre en compte en amont du projet. Pour vous aider à mettre le doigt sur les besoins que vous pouvez avoir au sein de votre organisation et vous aider à auditer vos process métiers, je vais vous mettre à disposition dans le chat le lien vers un modèle de document que nous utilisons sur Legal Pilot et qui nous permet de répondre à ces questions et de vous délivrer un petit peu d'informations. Je vous le mets dans
dans le chat et vous pouvez y accéder librement si vous le souhaitez. Pour poursuivre sur la gestion de projet, il y a un homme ou une femme clé dans ce cas-là qui est le gestionnaire de projet. On parlait tout à l'heure de la personne de l'ingénieur juridique, donc celui qui a une double casquette juridique et technique, et c'est en général ce genre de profil qui va pouvoir être un gestionnaire de projet efficace, parce qu'il est sensibilisé au juridique, mais aussi à la technique, et donc voilà, maîtriser certaines notions qui vont permettre de faciliter et d'accélérer l'implémentation du projet. Comme je vous le disais, le projet eh bien, se réalise et se conçoit en 3 phases, en amont, en cours et après le déploiement. On a commencé à en parler, on peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. En amont du projet, on va donc définir le projet et ensuite le décomposer en tâches à accomplir. C'est une méthodologie qui est très commune finalement chez les développeurs web, enfin chez les développeurs tout court d'ailleurs, mais qui l'est moins en cabinet d'avocat, et même en direction juridique. Et pour cela, vous pouvez utiliser quelques outils. Je vous donnerai des noms tout à l'heure. Quelques outils qui vous permettent de vous familiariser avec la méthode dite Kanban. C'est tout simplement un gestionnaire de tâches avec plusieurs colonnes. Alors le plus classique, c'est à faire, en cours, terminé. Et donc de faire passer les différentes petites tâches qui vont nous permettre d'accomplir le projet de ces colonnes-là, avec différentes échéances, et sur ces différentes tâches d'attribuer une ou plusieurs personnes en fonction de leurs compétences pour la réalisation de la tâche. Ces différentes tâches mises bout à bout vont nous permettre donc d'atteindre un objectif qui a été défini donc en amont par le gestionnaire de projet, qui aura aussi déterminé des métriques, donc des indicateurs qui vont nous permettre eh bien, de mesurer l'efficacité du projet au regard des objectifs que nous avions. Et puis, on en a parlé, l'évaluation des risques, pour s'assurer un certain rebond si jamais les risques identifiés se présentent, pour pouvoir s'adapter facilement et modifier la trajectoire si c'est nécessaire. En cours de déploiement, le gestionnaire de projet va avoir différentes tâches. Il va d'abord coordonner les ressources, et donc ressources, encore une fois ici entendu au sens large, donc pour une partie le budget, mais aussi des ressources pour le coup humaines, et donc de coordonner les interactions entre les membres du cabinet ou de la direction juridique avec les membres du prestataire qui vont intervenir dans le déploiement du projet. Donc ça va impliquer des participations à des réunions d'avancement, des réunions des points d'étape, et puis aussi de faire des rapports réguliers sur l'avancée du projet au regard des objectifs et des indicateurs qui ont été fixés. Et puis, après le déploiement du projet, le gestionnaire va avoir une double casquette. La première, c'est d'assurer le support auprès du cabinet, parce que le but finalement pour le gestionnaire, c'est de devenir un expert produit finalement du logiciel que vous aurez choisi pour l'automatisation, et de pouvoir assurer, alors si ce n'est une formation complète, mais en tout cas de pouvoir aider les membres du cabinet à utiliser correctement le logiciel. Et puis la seconde casquette qu'a le gestionnaire de projet une fois que le déploiement a été fait, c'est de proposer des évolutions du périmètre d'utilisation, et donc de proposer différents cas de figure, donc d'autres matrices à automatiser, après avoir fait un rapide calcul de la potentielle rentabilité et du caractère standardisable ou pas de différentes matrices, de différents documents. Et voilà, pour finalement poursuivre le projet et l'étoffer au fur et à mesure. Parce qu'en fait, si vous voulez, de la même manière que le processus de création de modèles de matrices est itératif, le suivi du projet, une fois qu'il a été déployé, fonctionne de la même manière. Vous allez sans cesse revenir sur votre projet pour examiner ce qui est fait, voir si ça ne peut pas être amélioré, si oui, comment ça peut l'être, et puis essayer de trouver d'autres cas d'usage qui vont vous permettre de tirer encore plus profit de votre solution d'automatisation. Il y a quelques outils
dans le processus de gestion de projet qui peuvent être intéressants. Et notamment celui que vous avez sous les yeux, qui est un tableau que j'ai rempli ici pour les besoins d'une présentation rapide pour ce webinaire, mais que normalement, au cours des formations que je dispense dans le cadre du CNB, que l'on remplit petit à petit pour des soucis en fait, de didactique et que les différentes notions soient bien comprises. Et en fait, si vous voulez, le projet ici est d'objectiver un maximum les différents objectifs liés au déploiement d'une solution au sein d'un cabinet d'avocats. Et donc ce projet, ce tableau plutôt, se compose donc sur la partie gauche de différentes notions qui sont l'impact, le résultat, l'extrant et l'intrant. Et ce sont en fait les objectifs à très court, moyen et long terme du déploiement d'une solution. Et puis ensuite, sur la partie supérieure, donc on voit les différentes colonnes, résumé, indicateur, vérification et risque, qui sont autant d'éléments qui vont me permettre de vérifier l'adéquation du déploiement de mon projet aux objectifs que je m'étais fixés. Donc l'intrant, c'est ce qu'on va intégrer directement dans mon processus de déploiement. Et donc ici, dans le cadre d'un cabinet, c'est donner du temps à mon collab pour qu'il puisse se former à l'automatisation. Le résultat qu'on espère à très court, voire court terme, c'est une maîtrise de la solution. Le résultat, c'est l'impact à moyen terme, et donc à savoir que le collaborateur automatise mes documents récurrents, donc les matrices que vous avez créées. Et puis l'impact, c'est le résultat à plus long terme, sans forcément que ce soit des mois ou des années, mais c'est juste une gradation par ligne. Et donc l'impact, c'est que le cabinet gagne en productivité et qu'il améliore ses marges. Et donc les indicateurs, ce sont les métriques dont on parlait tout à l'heure, et des éléments qui doivent être le plus objectifs possible, qui vont vous permettre de vérifier que vos résumés, là, vos objectifs, suivent leur cours de manière efficace. Concernant le temps que vous donnez à votre collab pour se former, ça va être le nombre d'heures effectivement allouées, et vous allez pouvoir vérifier ça avec une feuille de temps, par exemple. Concernant l'extrant, la maîtrise de la solution par votre collaborateur pourra être vérifiée par des rapports du formateur, et donc il fournira donc des rapports de progression. Concernant les résultats, donc l'automatisation de documents récurrents, un indicateur pourrait être le nombre de modèles fonctionnels créés par le collaborateur, de modèles automatisés. Et puis les vérifications, c'est simplement le test de ces modèles automatisés pour vérifier qu'ils sont fonctionnels. Et puis l'impact, le cabinet gagne en productivité et l'amélioration des marges. L'indicateur pourra être le temps passé pour créer un document et la vérification, la comparaison entre le temps que vous passez à générer un document automatisé versus le temps que vous passiez avant à la main sur Word pour créer le même document. Et puis ensuite, dernière colonne, donc l'identification des risques qui vous permet d'anticiper les difficultés qu'il pourrait y avoir et d'essayer de vous retourner pour que le projet puisse perdurer malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer. Par exemple, si sur le temps que vous allouez à votre collaborateur pour se former à l'automatisation, vous vous rendez compte qu'il occupe ce temps à exercer d'autres activités, vous avez identifié ce risque, donc vous savez que si jamais il se présente, puisque vous avez les moyens de vérification et les indicateurs, vous vous en rendrez compte rapidement et vous pourrez remplacer le collab en charge de ce poste-là. Si par exemple vous vous rendez compte que le collaborateur ne maîtrise pas la solution, soit parce que le logiciel est très complexe ou parce que forcément ça peut ne pas l'intéresser ou qu'il n'a pas forcément le niveau, là aussi c'est un risque anticipé, donc vous pouvez prévoir un plan B en prévoyant dès le départ quelqu'un de plus tech et de plus intéressé par ça. Et concernant l'automatisation de vos documents récurrents, le risque c'est que vous vous rendiez compte que vos documents ne sont pas standardisables, et donc ça c'est un risque qui est important d'identifier.
pour, à chaque fois que vous créez des modèles de documents, des matrices, de vous demander dans quelle mesure, finalement, c'est pertinent de créer ces matrices, parce que est-ce que vos documents sont standardisables, sont récurrents? Voilà, c'est des questions à se poser aussi dans le cadre de ce processus de déploiement d'une solution d'automatisation. Et puis pour finir, je vous avais dit que je vous présenterais quelques outils pour suivre la gestion de projet. Et je vous ai parlé de la méthode Kanban, donc de ces outils qui vous permettent de faire un suivi des tâches assez facile à suivre parce que très visuel. Et puis voilà, en assignant des tâches avec une deadline, une échéance particulière à une ou plusieurs personnes. Donc vous pouvez utiliser Trello ou Monday, ou également ce pictogramme, c'est le planeur auquel vous avez accès si vous avez une licence Microsoft 365. J'en ai fini voilà, pour ce webinaire. J'espère que ça vous aura intéressé. Il nous reste 10 minutes, c'est ce que j'avais prévu. Si vous voulez poser des questions, si vous avez des remarques sur ce qui a été dit, besoin de revenir sur certaines notions, certains éléments, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans le chat. A priori, tout était clair, personne ne semble avoir de remarques particulières ou de questions à poser. Dans tous les cas, vous avez sur votre écran mon adresse mail. Si jamais vous souhaitez approfondir certains points ou échanger sur des notions d'automatisation ou de gestion de projet, n'hésitez pas, je serai ravi d'échanger avec vous. Merci en tout cas pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.